Certaines blessures ne s'effacent jamais complètement, mais elles deviennent des flammes qui forgent une force indomptable. Une rage qui transforme la douleur en triomphe. Voici l'histoire d'Emily Rose Carter, une femme qui, à 83 ans, porte les cicatrices d'une vie brisée par la trahison, mais aussi le flambeau d'une victoire arrachée à l'adversité. Son parcours, tissé de larmes, de colère et d'une détermination féroce, est un cri de révolte contre un monde qui voulait l'écraser. Si cette histoire vous touche, si elle réveille en vous une étincelle de justice, alors montrez-le aimer cette vidéo et laissez un commentaire avec « Résister » pour rejoindre ceux qui refusent de plier face à l'injustice. Emily Rose Carter est née à Springfield, Illinois, dans une famille ouvrière où la sueur et le labeur forgeaient le quotidien. Son père, Paul, était chauffeur de camion, un homme robuste aux mains calleuses, tandis que sa mère, Marguerite, cousait des vêtements jusqu'à tard dans la nuit pour nourrir leurs 5 enfants. Emily, la seule fille parmi 4 frères, apprit tôt à se battre pour sa place dans un monde dominé par les hommes. À 19 ans, pleine de rêves et d'espoir, elle croisa le chemin de Thomas Lefebvre, un employé de banque au sourire charmeur, vêtu d'un costume impeccable, qui entra un après-midi d'été moite dans la pharmacie où elle travaillait comme commis. « Mademoiselle, auriez-vous un remède pour un cœur qui bat trop vite ?» plaisanta-t-il en prenant son aspirine, ses yeux pétillants fixés sur elle. Emily rougit, mais accepta un café après son service. Ce fut le début d'une cour d'amour rapide, comme il était d'usage à l'époque. Dans une Amérique où les chansons de variété françaises de Charles Aznavour résonnaient à la radio, et où l'optimisme d'une prospérité promise semblait à portée de main. Mais derrière ce vernis de bonheur, des fissures se formaient déjà. Le père d'Emily, un homme sévère, méfiait des hommes de la ville comme Thomas. « Ils ne valent rien, c'est parvenu », grognait-il. Pourtant, Thomas, avec son éloquence et son charme, finit par gagner sa confiance. En 6 mois, il avait conquis toute la famille. Leur mariage, célébré dans une petite église presbytérienne, fut un moment de lumière. La robe blanche d'Emily, cousue par sa mère et ses tantes, scintillant de dentelle, et un bouquet de roses blanches et de marguerites dans ses mains tremblantes d'émotion. Les photos en noir et blanc ne rendaient pas justice à la joie qu'elle ressentait. Se croyant la femme la plus chanceuse du monde, les premières années furent un conte de fées modestes. Ils s'installèrent dans une maison louée près du centre-ville, un nid qu'Emily transforma avec amour, brodant des nappes, plantant des géraniums dans le petit jardin. Thomas gravit les échelons à la banque, devenant adjoint au directeur, promettant une maison à eux bientôt. En 1958, leur première fille, Clara, naquit, et la vue de Thomas tenant ce petit être fragile, les larmes aux yeux, convainquit Emily que leur bonheur ne ferait que croître. Les dimanches étaient sacrés, messe le matin, déjeuner chez les parents d'Emily ou chez l'oncle de Thomas, puis des promenades au parc. Thomas poussant le landau de Clara. « Quelle belle famille !» s'exclamèrent les passants, et Emily rayonnait de fierté. Ils allaient parfois au cinéma, rêvant devant les films d'Yves Montand, Emily s'imaginant aussi élégante qu'Annie Girardot. En 1960, la seconde grossesse arriva. Plus difficile, Emily dut rester alitée les derniers mois, et c'est alors qu'elle remarqua les premiers changements chez Thomas. Il rentrait tard, prétextant des réunions à la banque, des responsabilités écrasantes. Elle le croyait. Bien sûr, pourquoi douter? Il apportait parfois des fleurs, des bonbons pour Clara, s'excusant avec un sourire. Sophie naquit par une nuit pluvieuse, un accouchement compliqué qui cloua Emily à l'hôpital une semaine. Thomas ne venait qu'aux heures de visite, toujours pressé. La banque est en crise. Emily, l'inflation, les retraits, expliquait-il. Elle comprenait, ou pensait comprendre, son énergie absorbée par ses 2 filles. Mais la vérité, cruelle, se frayait un chemin. Thomas devint distant, impatient face aux pleurs de Sophie.
agacée par les questions de Clara, alors âgée de presque 3 ans. Une odeur de parfum étranger flottait parfois sur ses vêtements, masquée par une douche rapide. Emily ravala ses larmes, ses doutes. Que pouvait-elle faire, une femme sans profession? Avec 2 enfants, dépendante de son mari, puis vint le premier coup de poignard. Madame Harper, la voisine indiscrète, toujours prompte à colporter des ragots, l'aborda un matin. « Emily, ma chère, tu es une fille honnête, tu ne mérites pas ça. On a vu Thomas avec Laura, cette nouvelle employée de la banque, au club de campagne, au restaurant Le Pen. Emily, le cœur serré, défendit Thomas, parlant d'obligations professionnelles, des obligations qui se terminent par des baisers dans un parking, rétorqua Madame Harper avec un rictus. Cette nuit-là, Emily ne dormit pas, fixant le plafond, écoutant la respiration de Thomas à ses côtés, un abîme grandissant entre eux. Le lendemain, elle aborda le sujet de Laura avec une feinte désinvolture. Thomas se figea, puis se reprit, affirmant que Laura était une collègue compétente. Rien de plus, il l'embrassa distraitement et partit. Mais ce n'était pas un jour comme les autres, c'était le jour où la graine du doute fut plantée. Et elle grandit vite. Les signes s'accumulèrent, appels qu'il prenait à l'écart, chemise tachée de rouge à lèvres, qu'il tentait de cacher, week-end prétendument passé à la banque. Puis, un événement insupportable enflamma la colère d'Emily, lors d'un gala annuel de la ville, où les notables se réunissaient dans leurs plus beaux atours. Thomas apparut au bras de Laura, riant, dansant, sans honte, sous les regards choqués des invités. Emily, invitée par un collègue de la banque, se tenait là, pétrifiée, sa robe soigneusement cousue par sa mère, soudain lourde comme une armure brisée. Les murmures sifflaient autour d'elle. La pauvre Emily, abandonnée publiquement, quelle honte. Madame Harper, présente, lança un regard narquois, alimentant la rumeur avec délectation. Emily rentra chez elle, les joues brûlantes de honte, la rage bouillonnant dans ses veines. Comment osait-il l'humilier ainsi, devant toute la ville, devant ses propres parents qui l'avaient mise en garde, cette nuit-là? Elle ne pleura pas. Elle serra les poings, jurant que cet affront ne la détruirait pas. Mais le pire était à venir. En 1961, alors que Clara tombait gravement malade, atteinte de rougeole compliquée d'une pneumonie, Emily passa des jours et des nuits à l'hôpital, déchirée entre sa fille aînée et Sophie, laissée aux soins de sa mère. Thomas, lui, brillait par son absence, prétextant encore le travail. Une nuit, à bout, Emily appela la banque à 21 heures, espérant lui parler. « Monsieur Lefebvre est parti à 18 heures. »« Comme d'habitude, » répondit le gardien. Le mensonge la frappa comme un coup de fouet. Où était-il? Alors que leur fille luttait pour respirer, avec qui? Pourquoi mentir dans un moment si grave? Clara survécut, mais la découverte de la trahison de Thomas fissura davantage le château de sable qu'était leur mariage. De retour chez elle, Emily trouva une lettre de la banque La Maison. Leur maison avait été mise en garantie par Thomas pour des prêts personnels qu'il n'avait jamais mentionnés. S'il cessait de payer, ils seraient expulsés. La fureur monta en elle. Non seulement il la trahissait, mais il jouait avec l'avenir de leur fille, mettant en péril le toit au-dessus de leur tête pour financer ses caprices. Les mois suivants furent un calvaire. Thomas ne cachait plus son aventure avec Laura. Il rentrait à l'aube, parfois ivre, parfois riant, parfois furieux. Clara, sensible, faisait des cauchemars, tandis que Sophie pleurait sans raison apparente. Emily, elle, luttait pour garder la tête haute, mais la ville entière jasait. Madame Harper, avec son venin habituel, répandait des histoires exagérées. Emily a poussé Thomas dans les bras d'une autre. Elle n'a pas su le garder. Lily, une amie d'enfance d'Emily, fut la seule à la défendre, l'exhortant à ne pas plier. « Tu es plus forte que ça. Emily, ne le laisse pas te détruire. »
Mais la goutte d'eau vint lorsqu'Emily trouva une photo dans le bureau de Thomas, lui et Laura, enlacés devant une cascade, avec au dos l'inscription « À jamais tienne, Laura ». La date. Pendant l'hospitalisation de Clara, la rage explosa en Emily. Elle confronta Thomas cette nuit-là. Il nia d'abord, puis, acculé, éclata de colère. « Tu es toujours occupée avec les enfants, Emily. Un homme a des besoins. » Il osa retourner sa trahison contre elle, la traitant de négligée, d'indigne. « Tu devrais être reconnaissante que je vous entretienne encore, » cracha-t-il. Emily, tremblante de fureur, sentit quelque chose se briser en elle, non pas son cœur, mais l'illusion qu'elle pouvait sauver ce mariage. Le point de non-retour arriva en août 1962. Emily apprit par un collègue de la banque que Laura était enceinte. La nouvelle la frappa comme une tempête. Cette nuit-là, quand Thomas rentra, elle avait préparé ses valises. « Va vivre ta nouvelle vie », dit-elle, la voix glaciale, contenant une colère qui menaçait de l'engloutir. Thomas rit, un rire cruel qui résonna dans la maison. « Et toi, Emily, que vas-tu faire, qui voudra d'une femme usée avec 2 gamines ?» À 25 ans, elle se sentit vieille de 100 ans, portant le poids d'un mariage brisé, de rêves pulvérisés, d'un avenir incertain. Il partit, emportant à peine quelques affaires. Lançant un dernier venin, « Tu me supplieras de revenir ». La porte claqua, et avec elle, 6 ans de mariage s'effondrèrent. Emily resta seule avec Clara et Sophie, sans argent, sans métier. Dans une ville où être une femme divorcée était une tâche indélébile. Mais au fond d'elle, une flamme s'alluma, une rage brûlante, un serment envers ses filles, elle survivrait. Elle reconstruirait. Elle prouverait à Thomas, à Madame Harper, à toute cette maudite ville qu'elle n'était pas brisée. Le lendemain matin, les coups à la porte la tirèrent de sa stupeur. Madame Harper, les yeux brillants de curiosité malsaine, lui tendit le journal local. Une petite note dans la section affaires annonçait « Thomas Lefebvre, nommé directeur général de la branche centrale de la First National Bank ». Une photo le montrait souriant, entouré d'hommes en costume, sans une pensée pour la famille qui l'avait abandonné. « Tu savais ?» demanda Madame Harper, feignant l'innocence. Emily secoua la tête, la colère montant comme une vague. Il n'avait jamais mentionné une promotion. Il planifiait une nouvelle vie. Avec Laura, loin d'elle et des filles. Une semaine plus tard, un avis d'expulsion arrive à la banque. Véritable propriétaire de la maison, réclamait son bien. Thomas ayant transféré son droit d'usage à sa nouvelle adresse, ils avaient 30 jours pour partir. Emily pleura jusqu'à l'épuisement, mais le lendemain, elle se leva, s'habilla avec soin et se rendit à la banque pour affronter Thomas. Le gardien, un homme bourru, la bloqua. « Monsieur Lefebvre a donné des ordres, pas de visite familiale. » Familiale. Comme si elle était une parente éloignée. Pas la mère de ses enfants. Pas la femme qui avait tout sacrifié pour lui, sur le chemin du retour. Elle croisa Laura, radieuse, son ventre de grossesse visible sous une robe élégante, riant avec une amie. Le docteur dit que c'est un garçon, l'entendit-elle dire. Un garçon. Thomas avait toujours voulu un fils. La fureur d'Emily redoubla. Il avait tout planifié, la remplaçant sans un regard en arrière. Dévastée, Emily s'effondra chez sa mère. Racontant tout, Marguerite, femme simple mais sage, la serra dans ses bras. « Tu as 2 choix. Ma fille pleurer la vie perdue ou en construire une nouvelle pour toi et tes filles. » Ces mots, durs mais vrais, rallumèrent la flamme de la révolte en Emily. Elle accepta l'offre de ses parents de retourner vivre chez eux temporairement. Son père, Paul, malgré sa sévérité, la surprit par sa compassion. « Ce scélérat ne m'a jamais trompé », grogna-t-il, préparant la vieille salle de couture pour Emily et les filles. Mais la honte était presque aussi douloureuse que l'abandon. Dans les rues, les regards pesaient,
les chuchotements blessants. « C'est Emily, celle que son mari a quittée pour la file de la banque », murmurait-on. Clara, à 4 ans, revint un jour en pleurs, une amie de sa classe. Poussée par sa mère, lui avait dit que sa famille était maudite à cause du divorce. Comment expliquer à une enfant que le péché n'était pas le sien, la rage d'Emily contre Thomas, contre cette société hypocrite, grandissait. Elle ne se laisserait pas définir par leur jugement. Les finances s'épuisaient rapidement. Les économies qu'Emily avait cachées dans une boîte à biscuits, fruit des maigres sommes que Thomas lui donnait pour la maison, fondaient. Paul, avec sa santé fragile, gagnait peu comme chauffeur. C'est alors que Madame Evelyn, une veuve propriétaire d'une pension pour femmes travailleuses et étudiantes, lui proposa un emploi cuisiné et nettoyé pour un maigre salaire. Mais avec un logement pour elle et les filles dans une petite chambre à l'arrière. Emily accepta sans hésiter, bien qu'elle n'ait jamais travaillé en cuisine. Elle se levait à l'aube, préparait le petit déjeuner pour les pensionnaires, nettoyait les chambres, lavait des piles de linge. Ses mains, autrefois soignées, se crevassaient sous l'effet du savon. Sa peau, que Thomas louait jadis, brûlait au contact du poêle, mais chaque jour, elle regagnait un peu de dignité. Clara et Sophie avaient un toit, de la nourriture, et Emily, malgré la fatigue, sentait la colère se transformer en détermination. Elle ne serait pas la femme brisée que Thomas avait prédite. Elle ne supplierait jamais son retour. Un soir, une pensionnaire, Lily, la prit à part. « Emily, j'ai entendu dire que Thomas et Laura se sont mariés. Leur fils est né. » La nouvelle la transperça comme une lame. Thomas avait une nouvelle famille. Un fils. Pendant que Clara posait des questions sur son père et que Sophie pleurait son absence, la fureur monta, incandescente. Comment osait-il tourner la page si facilement, laissant ses filles dans l'ombre? Mais Emily ravala sa rage, la canalisant dans son travail, dans ses filles, dans la promesse qu'elle se fit, elle construirait un avenir où Thomas n'aurait aucun pouvoir sur elle. Elle s'inscrivit à des cours du soir de coupe et couture, laissant les filles à une pensionnaire, Sarah, une jeune mère célibataire qu'Emily commença à considérer comme une sœur. Ses robes, simples mais élégantes, gagnèrent en réputation dans le quartier. Chaque point de couture était un acte de révolte, chaque robe un pas vers l'indépendance. Mais un dernier outrage vint raviver la tempête. Thomas, désormais directeur général, envoya une lettre par son avocat, exigeant un divorce formel et proposant une pension dérisoire pour les filles, à peine assez pour une semaine de dépenses. Pire encore, il menaça de réclamer la garde de Clara et Sophie, arguant qu'Emily, vivant dans une chambre de pension et travaillant comme domestique, était incapable de les élever. Moi, je peux leur offrir une vraie maison, une éducation de qualité, écrivait-il. Son arrogance sointant de chaque mot, la rage d'Emily atteignit son paroxysme. Cet homme, qui les avait abandonnés, qui les avait humiliés, osait maintenant menacer de lui arracher ses filles. Elle jura, les poings serrés, que jamais il ne gagnerait, avec l'aide d'un vieil avocat, M. Dubois, qui accepta de la défendre presque gratuitement. Elle répondit, elle accepterait le divorce, mais exigerait une pension juste, et jamais, au grand jamais, elle ne céderait la garde. Ce fut le début d'une bataille qu'elle ne savait pas encore comment gagner, mais qu'elle mènerait jusqu'au bout, portée par une colère qui, loin de la détruire, devint le carburant de sa renaissance. La flamme de la révolte brûlait dans le cœur d'Emily Rose Carter, une braise incandescente forgée par la trahison, l'humiliation et l'abandon. À 25 ans, seule avec ses 2 filles, Clara et Sophie, dans une petite chambre à l'arrière de la pension de Madame Evelyn, elle n'était plus la jeune épouse naïve qui croyait aux contes de fées. Chaque regard méprisant des habitants de Springfield, chaque murmure venimeux de Madame Harper, chaque nuit où Clara demandait pourquoi son père ne rentrait pas,
attisait une rage qui la poussait à se relever. Elle n'était pas brisée. Elle ne supplierait jamais Thomas de revenir. Elle construirait un empire sur les cendres de son mariage. Un empire pour ses filles, pour elle-même, pour toutes les femmes que la société voulait écraser. Cette colère, loin de la consumer, devenait son arme, son étincelle, son serment de ne jamais plier. Les jours à la pension étaient un tourbillon d'épuisement et de détermination. Emily se levait à l'aube, préparant des petits déjeuners pour les pensionnaires, institutrices, secrétaires, étudiantes, avant de nettoyer les chambres, laver des montagnes de linge et préparer les repas du midi et du soir. Ses mains, autrefois délicates, étaient désormais crevassées, marquées par le savon et les brûlures du poêle. Mais chaque tâche, aussi ingrate soit-elle, était un pas vers l'indépendance. Clara, à 5 ans, commençait à poser des questions déchirantes. Pourquoi papa ne vient plus? Sophie, à peine 3 ans, pleurait souvent, sentant l'absence d'un père qu'elle connaissait à peine. Emily ravala ses propres larmes, transformant sa douleur en action. Elle suivait des cours du soir de coupe et couture, apprenant à manier l'aiguille avec une précision qui devint rapidement sa fierté. Ses premières robes, simples mais élégantes, attirèrent l'attention des pensionnaires, puis des voisines. Elle économisait chaque sou, cachant ses maigres gains dans une boîte en fer sous son lit. Déterminée à ne plus jamais dépendre d'un homme, mais la ville, cruelle et étroite d'esprit, ne lui laissait aucun répit. Madame Harper, cette voisine aux lèvres pincées et au regard de vipère, répandait des rumeurs venimeuses. Emily a volé cet emploi à la pension. Une femme divorcée. Quelle honte elle n'a pas su garder son mari. Et maintenant, elle se pavane comme si elle valait quelque chose. Ces mots, rapportés par Lily, l'amie fidèle d'Emily, lui transperçaient le cœur comme des lames, mais ils attisaient aussi sa fureur. Comment osait-on la juger, elle qui se battait pour ses filles? Tandis que Thomas, ce lâche, vivait dans l'opulence avec sa nouvelle femme, Laura, et leur fils nouveau-né, Julien Lily, toujours loyal. La secouait. Ne les écoute pas, Emily. Tu es plus forte que tous. Montre-leur. Et Emily, les poings serrés, jurait de le faire. Elle ne serait pas la victime que Springfield voulait voir en elle. Un matin, une nouvelle insupportable vint raviver la tempête en elle, une pensionnaire, Sarah, une jeune mère célibataire qui était devenue une confidente. Lui glissa un journal local. Une photo montrait Thomas et Laura, rayonnante, lors de l'inauguration d'un nouveau club de la banque, leur fils Julien dans les bras de Laura. Tous trois présentés comme la famille parfaite. L'article vantait Thomas comme un homme d'avenir, un directeur respecté, sans une mention d'Emily ou de ses filles. La rage monta en elle, brûlante, suffocante. Il avait effacé leur existence, les reléguant à l'oubli, tandis qu'il paradait avec sa nouvelle vie, pire encore. Sarah murmura, « On dit qu'il a coupé toute aide financière pour Clara et Sophie. Il prétend que tu peux te débrouiller seule. » Emily trembla de colère. Comment osait-il abandonner ses propres enfants, les priver du minimum, alors qu'il dépensait, sans compter, pour Laura et leur fils? Cette injustice alluma en elle une détermination féroce. Elle ne compterait plus jamais sur lui. Elle intensifia son travail à la pension, prenant des responsabilités supplémentaires. Madame Evelyn, impressionnée par son énergie, lui confia la gestion des comptes, une tâche qu'Emily apprit sur le tas. Ses soirées remplies de calculs laborieux, ses robes, désormais vendues à des voisines et même à des clientes du centre-ville, commencèrent à bâtir sa réputation. Elle transforma une petite pièce de la pension en un atelier de couture, où elle cousait tard dans la nuit. Après avoir bordé Clara et Sophie, Sarah, qui partageait son histoire de lutte, l'aidait à plier les tissus, à couper les patrons, devenant une alliée précieuse. Mais la société de Springfield, impitoyable, continuait de la juger. Lors d'une fête de quartier, Madame Harper, entourée de ses commères, lança à voix haute
une femme seule avec 2 enfants, qui coud des robes pour survivre, pathétique. Elle ne sera jamais rien sans un homme. Les mots, entendus par Clara qui jouait non loin, firent pleurer la fillette. Emily, en apprenant l'incident, sentit une fureur volcanique l'envahir. Elle prit Clara dans ses bras, jurant en silence que ces vipères ne définiraient pas l'avenir de sa fille. Elle prouverait à tous qu'une femme pouvait être plus qu'un mari, plus qu'un foyer brisé. Le coup le plus révoltant vint un après-midi d'automne. Une lettre officielle, portée par un coursier, atterrit entre les mains d'Emily. Thomas, par l'intermédiaire de son avocat, avait lancé une action en justice pour obtenir la garde de Clara et Sophie. Le document, rédigé avec une arrogance glaciale, prétendait qu'Emily, vivant dans une chambre de bonne et travaillant comme domestique, était incapable d'offrir un foyer convenable. Thomas, lui, avec sa position de directeur et sa nouvelle maison spacieuse, se présentait comme le parent idéal. « Il veut les arracher à toi », murmura M. Dubois. L'avocat âgé qui la conseillait gratuitement, ses yeux pleins de compassion. Il utilise ses relations à la banque pour intimider le juge. Emily, en lisant ces lignes, sentit une rage si intense qu'elle en trembla. Cet homme, qui n'avait pas vu ses filles depuis des mois, qui ne leur envoyait plus un sou, osait prétendre être un meilleur parent. Il avait humilié Emily, abandonné leurs enfants, et maintenant, il voulait les lui voler pour parader comme un père modèle. « Jamais !» cria-t-elle. Froissant la lettre, elle jura, devant M. Dubois, devant Lily, devant ses filles endormies, qu'elle se battrait jusqu'à son dernier souffle. Avec l'aide de M. Dubois, elle rédigea une réponse cinglante, exigeant une pension alimentaire équitable et refusant catégoriquement de céder la garde. Elle passa des nuits à rassembler des preuves de son dévouement, les bulletins scolaires de Clara, les dessins de Sophie, les témoignages des pensionnaires sur sa force et sa droiture. Mais la bataille juridique était un gouffre financier, et les maigres économies d'Emily Fondant, Madame Evelyn, voyant sa détresse, augmenta son salaire et lui confia la gestion complète de la pension. Un vote de confiance qui redonna du courage à Emily. Elle transforma la pension en une coopérative où chaque pensionnaire contribuait selon ses moyens, argent, travail ou enseignement pour Clara et Sophie. Sarah, qui apprenait vite, devint la première apprentie de l'atelier, cousant des robes aux côtés d'Emily. Cette solidarité, née de femmes rejetées par la société, devint une force. La pension, rebaptisée Maison des Fleurs, devint un refuge pour des institutrices, des étudiantes et des mères célibataires comme Sarah, toutes unies par une détermination à survivre. Mais la cruauté de Thomas ne s'arrêtait pas. Lors d'une audience préliminaire, il apparut en costume impeccable, accompagné de Laura, qui affichait un sourire satisfait. Il déclara au juge, sans une once de honte, qu'Emily était instable, incapable de subvenir aux besoins de ses filles, et qu'il pouvait leur offrir une vie de luxe. Le juge, un homme d'âge mûr aux idées conservatrices, sembla pencher en sa faveur, notant qu'une femme divorcée ne pouvait garantir un foyer stable. Emily, debout dans la salle, sentit une rage incandescente l'envahir. Comment ce système pouvait-il favoriser un traître, un menteur, un homme qui avait abandonné ses propres enfants? Lily, présente dans la salle, serra sa main, murmurant « Ne leur donne pas satisfaction. Emily, montre-leur qui tu es. » Elle quitta l'audience, le menton haut, mais à l'intérieur, elle bouillonnait. Cette nuit-là, elle jura de transformer sa colère en action. Elle ne laisserait pas Thomas gagner. Pas cette fois. Un nouvel allié entra dans sa vie Daniel, un veuf qui réparait les bâtiments de la ville. Il vint un jour à la pension pour réparer une fuite. Et son calme, sa gentillesse, contrastèrent avec la froideur de Thomas. Daniel, père d'un petit garçon, Antoine, devint un habitué, offrant son aide pour des travaux à la pension. Il ne jugeait pas Emily, ne la regardait pas comme une femme brisée. « Vous faites des miracles ici, Madame Carter, dit-il un jour.
Admirant les géraniums qu'Emily avait replantés dans la cour, sa présence apaisait, mais Emily, méfiante après tant de trahison, gardait ses distances. Elle n'avait pas besoin d'un homme pour se sauver. Sa rage et sa détermination suffiraient. Clara, cependant, souffrait. À l'école, les autres enfants, influencés par les ragots de leurs parents, la harcelante. « Ton père ne veut plus de toi », lançait une fillette, répétant les mots cruels de Madame Harper. Clara rentrait en pleurs, et Emily, impuissante, sentait sa colère contre Thomas et cette vile hypocrite redoublée. Sophie, plus jeune, montrait des signes de rébellion, jetant ses jouets, refusant d'obéir. « Pourquoi papa est parti ?» criait-elle, brisant le cœur d'Emily. Elle passait des nuits à les consoler, à leur raconter des histoires de princesses qui se sauvaient seules, tout en cousant jusqu'à l'aube pour payer les frais juridiques. Chaque point d'aiguille était un cri de révolte, un refus de plier. Puis vint une nouvelle qui ébranla tout. Sarah, les larmes aux yeux, lui apprit que Laura était morte dans un accident de voiture, laissant Julien, le fils de Thomas, orphelin, Thomas, brisé par la perte et déjà rongé par l'alcool, avait été licencié de la banque pour détournement de fonds. Il vivait désormais dans une chambre sordide à Chicago, vendant des assurances. Emily. En apprenant cela, ressentit un mélange de compassion et de justice. Cet homme, qui l'avait humilié, qui avait menacé de lui prendre ses filles, était tombé si bas. Mais sa compassion s'éteignit vite quand elle apprit que Julien, à peine 4 ans, avait été envoyé dans un orphelinat. L'image de cet enfant, le demi-frère de Clara et Sophie, seul, abandonné comme elle l'avait été, la hanta. Malgré la rage qu'elle nourrissait contre Thomas, elle ne pouvait laisser un innocent souffrir. Après une longue discussion avec Daniel, qui l'encouragea à suivre son cœur, et avec Clara et Sophie, qui furent divisées, Clara méfiante, Sophie curieuse d'un petit frère, Emily prit une décision qui choqua même Lily. Elle entama les démarches pour obtenir la garde de Julien. Le processus fut un cauchemar. Les autorités, sceptiques, voyant en Emily une femme divorcée, sans lien direct avec l'enfant. « Pourquoi vous infligez cela ?» demanda un fonctionnaire. « Condescendant. Cet enfant est la famille de mes filles, » répondit-elle, la voix tremblante de colère. « Il ne paiera pas pour les péchés de son père. » Elle se battit, rassemblant des témoignages de Madame Evelyn, des pensionnaires, même de Daniel, qui réparait désormais la pension gratuitement pour l'aider. Après des mois de lutte, elle obtint la garde temporaire de Julien, lorsqu'elle le rencontra à l'orphelinat de Chicago. Un bâtiment gris et froid. Le garçon, maigre, aux grands yeux bruns identiques à ceux de Thomas, serra sa petite valise, méfiant. « Vous êtes qui ?» demanda-t-il. Emily, retenant ses larmes, répondit « Je suis ta famille, Julien, tu viens avec moi à la maison. » L'arrivée de Julien à la maison des fleurs fut un défi. Clara, distante, voyait en lui le symbole de la trahison de son père. Sophie, plus ouverte, l'adopta comme un frère, lui montrant ses poupées. Julien, traumatisé, se réveillait en hurlant la nuit, appelant sa mère. Emily le berçait, chantant les mêmes berceuses qu'à ses filles, tout en luttant contre sa propre rage. Pourquoi devait-elle réparer les dégâts de Thomas? Pourquoi porter le fardeau de son fils, alors qu'il l'avait détruite, mais chaque fois qu'elle regardait Julien, elle voyait Clara et Sophie, et sa colère se muait en une mission, offrir à cet enfant une chance que son père lui avait volée. Pendant ce temps, la pension prospérait. Les robes d'Emily se vendaient désormais dans 2 boutiques du centre-ville, et la coopérative attirait des femmes de toute la région. Sarah, devenue une couturière talentueuse, forma d'autres jeunes mères célibataires, créant une chaîne de solidarité. Daniel, toujours présent, construisit une nouvelle pièce pour l'atelier, refusant d'être payé. « Vous changez des vies, Emily », dit-il un soir, son regard doux contrastant avec la tempête intérieure d'Emily. Mais la paix fut de courte durée. Un matin, une nouvelle lettre arriva.
Thomas, depuis Chicago, avait relancé son action en justice, non seulement pour Clara et Sophie, mais aussi pour Julien. Prétendant qu'Emily l'avait kidnappé, il utilisait ses dernières relations pour salir son nom, répandant des rumeurs selon lesquelles elle gérait une pension douteuse, pleine de femmes immorales. Madame Harper, ravie, amplifia ses mensonges, déclarant à l'Église Emily Carter entraîne des jeunes filles dans la débauche. La ville, déjà prompte à juger, se divisa. Certains, touchés par son courage, la défendirent, d'autres, menés par Madame Harper, la condamnèrent. Emily, tremblante de rage, lut la lettre devant Lily et Daniel. « Il veut tout détruire, encore !» cria-t-elle, jetant le papier au sol. « Il m'a trahi, il a abandonné ses enfants. Et maintenant, il ose salir mon nom. » Daniel posa une main sur son épaule. « Laissez-le parler. Emily, vous avez construit quelque chose qu'il ne pourra jamais toucher. » Lily, plus combative, ajouta « Batte-toi, Emily. Montre à ce misérable qu'il ne te brisera pas. » Et c'est ce qu'elle fit. Elle réunit les pensionnaires, expliquant la menace. Ensemble, elles rédigèrent une pétition, signée par des clientes, des commerçants, même le prêtre local, attestant de l'honneur d'Emily et de la valeur de la Maison des Fleurs. Monsieur Dubois, infatigable, porta l'affaire devant un nouveau juge. Plus équitable, après des semaines de tension, le verdict tomba. Thomas perdit toute revendication sur Clara. Sophie et Julien. La pension alimentaire fut augmentée, bien que Thomas, ruiné, paya rarement. Ce triomphe, cependant, n'effaça pas la rage d'Emily. Chaque retard de paiement, chaque ragot de Madame Harper, chaque regard triste de Clara ou cauchemar de Julien ravivait la flamme. Mais cette colère, elle l'utilisa. L'atelier s'agrandit, produisant des vêtements pour 4 boutiques. La pension devint un symbole de résilience, attirant des femmes de tout l'Illinois. Emily, avec Sarah et Daniel, transforma une aile en un petit refuge pour des orphelins, inspiré par Julien. 5 enfantes, rescapées d'un incendie d'orphelinat local, y furent accueillies. La ville, forcée d'admettre son erreur, commença à la respecter, mais Madame Harper, aigrie, persistait à murmurer. Emily, elle, ne regardait plus en arrière. Sa rage, son moteur, l'avait menée plus loin que Thomas ne l'aurait jamais imaginé. Elle n'était plus une épouse abandonnée. Elle était une femme en feu, bâtissant un empire pour ses enfants, pour Julien, pour toutes celles que la vie avait tenté de briser. Et ce n'était que le début. La rage d'Emily Rose Carter, désormais une flamme inextinguible, avait transformé les cendres de son passé en un empire de résilience. À 35 ans, elle n'était plus la jeune épouse brisée par la trahison de Thomas Lefebvre, mais une femme qui avait bâti la Maison des Fleurs, un refuge pour les femmes rejetées, un atelier de couture prospère et un abri pour les orphelins, dont Julien, le fils de Thomas, qu'elle avait accueilli malgré tout, chaque ragot de Madame Harper, chaque retard de la pension alimentaire, chaque regard triste de Clara, Sophie ou Julien, alimentait une fureur qui, loin de la détruire, la propulsait. Elle avait défié une ville entière, un système qui favorisait les hommes, et un ex-mari qui avait tout fait pour l'anéantir. Mais alors que la Maison des Fleurs rayonnait comme un phare d'espoir, les ombres du passé ressurgissaient, prêtes à tester sa force une dernière fois. Emily, le menton haut, les poings serrés, était prête à affronter n'importe quelle tempête, car elle savait les cicatrices qu'elle portait n'étaient pas des marques de défaite, mais des médailles d'une guerre qu'elle gagnait chaque jour. La Maison des Fleurs était devenue un symbole à Springfield. Les 8 chambres étaient toujours pleines. Avec une liste d'attente grandissante, les robes d'Emily, désormais vendues dans 6 boutiques, attiraient des clientes de Chicago. Le refuge pour orphelins, refuge des Lilas, abritait 5 enfants rescapés de l'incendie de l'orphelinat municipal.
dont les jumeaux, Emma et Lucas, âgés de 8 ans, qui s'accrochaient l'un à l'autre comme à une bouée. Emily, avec l'aide de Sarah, la couturière devenue sa partenaire, et de Daniel, le veuf qui réparait tout, avec une patience d'ange, avait créé une communauté où chaque femme, chaque enfant, trouvait sa place. Clara, à 13 ans, montrait un talent exceptionnel pour les chiffres, gérant les comptes de l'atelier avec une précision qui impressionnait même Teresa, une ancienne pensionnaire devenue comptable. Sophie, 10 ans, s'épanouissait dans l'art, peignant des fresques colorées pour les murs du refuge. Julien, désormais 6 ans, s'adaptait lentement, son regard méfiant s'adoucissant grâce à l'amour de Sophie, qu'il avait adopté comme un frère. Mais la paix était fragile. Les murmures de Madame Harper, persistentes, et la société conservatrice de Springfield, bien que forcée de reconnaître le succès d'Emily, la regardaient toujours avec suspicion. Une femme divorcée qui dirige tout ça. Ça cache quelque chose, sifflait Madame Harper à l'église, ses mots empoisonnés attisant la colère d'Emily. Un soir d'automne, alors que la Maison des Fleurs organisait une fête pour célébrer l'anniversaire de Clara, un incident bouleversa tout. La porte s'ouvrit violemment et Thomas entra, titubant, les yeux injectés de sang, empestant. Là, l'alcool, les pensionnaires se figèrent, les enfants reculèrent. Emily, beugla-t-il, sa voix résonnant dans le salon décoré de guirlandes. Tu crois que t'es meilleur que moi? Regarde-toi, à jouer la sainte avec mon fils. Il pointa Julien, qui se cacha derrière Sophie, terrifiée. Emily, tremblante de rage, s'avança, le regard brûlant. Sors d'ici, Thomas. Tu n'as aucun droit ici. Mais il continua, crachant des insultes, traitant les pensionnaires de femmes perdues, accusant Emily de voler, Julien pour se venger, les enfants pleuraient. Clara serrait les poings, et Daniel, qui assistait à la scène, s'interposa, ordonnant à Thomas de partir. Ce dernier, dans un éclat de rire cruel, lança « Tu penses que t'as gagné, Emily? Je vais tout détruire, ton petit refuge, tes affaires, toutes. » Il quitta la maison, en titubant, laissant un silence lourd. Emily, les joues en feu, sentit une fureur volcanique l'envahir. Cet homme, qui avait abandonné ses enfants, qui l'avait humiliée, osait maintenant profaner le sanctuaire qu'elle avait bâti. Elle jura, devant les pensionnaires choqués, qu'il ne toucherait jamais à ce qu'elle avait construit. Le lendemain, une nouvelle lettre arriva, un coup de poignard supplémentaire. L'avocat de Thomas, un homme vénal nommé M. Fournier, l'accusait de fraude, prétendant qu'elle avait détourné des fonds de la pension pour financer le refuge des Lilas. Il affirmait que Thomas, en tant que père légitime de Julien, avait le droit de réclamer la gestion de la Maison des Fleurs, arguant qu'Emily était une femme instable qui exploitait des orphelins pour sa gloire personnelle. La lettre exigeait la fermeture du refuge et une inspection financière immédiate. Emily, en lisant ces lignes, sentit une rage si intense qu'elle en trembla. « Comment ose-t-il » cria-t-elle, froissant le papier. « Il vit dans une chambre sordide, il a tout perdu. Et il veut détruire ce que j'ai bâti pour mes enfants. Pour Julien, pour ses femmes, Sarah. » Les larmes aux yeux, la serra dans ses bras. « Il ne gagnera pas. Emily, on est avec toi. » Daniel, toujours calme, ajouta « Cet homme est fini. Laisse-le s'enterrer tout seul. » Mais la colère d'Emily était inextinguible. Elle réunit la communauté, pensionnaires, couturières, même les enfants du refuge, et jura de se battre, M. Dubois. Son fidèle avocat rédigea une réponse cinglante, prouvant que chaque sou de la pension et du refuge était légal, soutenu par les comptes méticuleux de Teresa. La ville, déjà divisée, s'enflamma. Madame Harper, ravie par ce scandale, répandit des rumeurs ignobles. Emily vole l'argent des orphelins. Elle n'est qu'une opportuniste. Mais les pensionnaires, les clientes de l'atelier et même le prêtre local,
touchés par le travail d'Emily, se rallièrent à elle. Une pétition circula, signée par des centaines de personnes, demandant au juge de rejeter les accusations de Thomas. Lors de l'audience, Emily se tint droite, face à Thomas méconnaissable, amaigri, les yeux jaunes d'alcoolisme. Il tenta de la discréditer, répétant ses mensonges, mais le juge, impressionné par les preuves et les témoignages, rejeta ses demandes. « Madame Carter, votre travail est un modèle pour cette communauté », déclara-t-il. Thomas quitta la salle, humilié, sous les regards méprisants des spectateurs. Emily, bien que victorieuse, ne ressentit aucune joie, seulement une rage sourde contre un homme qui, même au fond du gouffre, cherchait à la détruire. Cette bataille renforça la Maison des Fleurs. Le refuge des Lilas s'agrandit, accueillant 10 enfants de plus, dont une fillette, Marie, brûlée lors de l'incendie de l'orphelinat, qui s'accrochait à Emily comme à une mère. Clara, désormais une adolescente sérieuse, aidait à organiser les activités du refuge, enseignant les mathématiques aux plus jeunes. Sophie, avec son talent artistique, peignait des fresques pour apaiser les enfants traumatisés. Julien, plus confiant, apprenait à cuisiner avec Aurora, la cuisinière du refuge, et son sourire, si rare au début, illuminait désormais la maison. Daniel, devenu un pilier, construisit un nouvel espace pour le refuge, refusant toujours d'être payé. « C'est ma façon de contribuer à votre révolution, Emily, » disait-il, son regard empreint de respect. Sarah, elle, forma une équipe de couturières, toutes des femmes en difficulté, transformant l'atelier en une petite entreprise qui rivalisait avec les boutiques de Chicago. La Maison des Fleurs n'était plus seulement un refuge, c'était une communauté, un cri de révolte contre un monde qui voulait les briser. Mais le passé, tenace, frappa encore. Une lettre arriva du pénitencier où Thomas, désormais emprisonné pour conduite en état d'ivresse, ayant causé un accident mortel, demandait à voir Clara, Sophie et Julien. Il parlait de rédemption, de maladie, de regret. Emily, en lisant ces mots, sentit une colère ancienne ressurgir. Comment osait-il, après tout ce qu'il avait fait, l'abandon, l'humiliation, les menaces, l'attaque contre son refuge, demander une place dans leur vie? Elle montra la lettre aux enfants, respectant leur choix. Clara, froide, refusa. Il a fait ses choix. Maman, je ne veux pas le voir. Sophie, hésitante, murmura. Peut-être qu'il est vraiment désolé. Julien, encore marqué par l'abandon, resta silencieux, les yeux pleins de larmes. Emily répondit à Thomas, la voix tremblante de rage contenue. « Mes enfants ne sont pas ta propriété. Ils décideront quand ils seront prêts. Moi, j'ai trouvé ma paix. Thomas, trouve la tienne. » Elle scella la lettre, un acte de clôture. Mais la douleur et la colère persistaient. Cet homme, même en prison, trouvait le moyen de rouvrir ses blessures. Un nouvel outrage vint tester sa force. Madame Harper, toujours aigrie, lança une campagne pour faire fermer le refuge des Lilas. Prétendant qu'il attirait des indésirables dans le quartier, elle rallia un groupe de notables conservateurs qui écrivirent au maire pour exiger une inspection. Lors d'une réunion publique, elle se leva, pointant Emily du doigt. « Cette femme transforme notre ville en repère de parias. Elle exploite des enfants pour sa gloire. » Emily, présente, sentit une fureur incandescente l'envahir. Elle se leva, la voix ferme. « Madame Harper, vous parlez d'enfants qui ont tout perdu, d'enfants que j'ai accueillis quand personne d'autre ne le faisait. Vous parlez de femmes qui se battent pour survivre. Comme moi, si c'est un crime, alors jugez-moi, mais regardez autour de vous ce refuge, cette maison, c'est l'avenir que vous ne pouvez pas arrêter. » La salle éclata en applaudissements et Madame Harper, humiliée, quitta la réunion. Le maire, impressionné, promit un soutien officiel au refuge. Quelques jours plus tard, Madame Harper, forcée par la pression publique, s'excusa à contre-cœur. Emily accepta,
Mais son regard disait tout, elle ne pardonnerait jamais à ceux qui avaient tenté de la briser. Les années suivantes consolidèrent en son empire. Clara entra à l'université pour étudier l'ingénierie, devenant l'une des premières femmes de son cours, défiant les préjugés avec la même détermination que sa mère. Sophie, passionnée par l'art-thérapie, utilisait ses peintures pour aider les enfants du refuge à guérir. Julien, désormais un adolescent, découvrit un amour pour la littérature, rêvant d'enseigner. Le refuge des Lilas accueillit 30 enfants, soutenus par des dons et une reconnaissance officielle comme institution d'utilité publique. Emily et Daniel, après des années d'amitié profonde, célébrèrent leur lien lors d'une cérémonie symbolique dans le jardin de la Maison des Fleurs, entourés de leur famille élargie, pas un mariage traditionnel, mais un serment de soutien mutuel. « Nous n'avons pas besoin de papier pour prouver ce que nous sommes, » murmura Daniel, et Emily, pour la première fois depuis des années, sentit sa rage s'adoucir, remplacée par une gratitude profonde. Un dernier choc arriva. Thomas, mourant en prison d'une cirrhose, laissa une assurance-vie au nom d'Emily et des enfants. Ce n'était pas une fortune, mais assez pour financer les études de Clara, Sophie et Julien, et pour agrandir le refuge. Emily, en apprenant la nouvelle, ne ressentit ni joie ni tristesse, seulement une justice amère. Cet homme, qui avait tout fait pour la détruire, laissait un dernier geste, peut-être un remords tardif. Elle utilisa l'argent pour construire une nouvelle aile pour le refuge. Baptisée aile de l'espoir, en mémoire de toutes les luttes surmontées. À 43 ans. Entourée de Clara, Sophie, Julien, Daniel, Sarah, Aurora, et des dizaines d'enfants et de femmes qui formaient sa famille choisie. Emily contemplait son jardin, où les roses et les lilas fleurissaient malgré les épines. La ville, autrefois si cruelle, l'honora en nommant une place à son nom, place Emily Carter, visionnaire et résiliente. Mais son vrai legs était ailleurs dans les yeux des enfants qu'elle avait sauvés, dans les femmes qu'elle avait inspirées, dans la communauté qu'elle avait bâtie. Sa rage, cette flamme qu'il avait portée, s'était transformée en un feu qui illuminait les autres. Les cicatrices restaient, mais elles étaient devenues des symboles de victoire, des preuves qu'aucune trahison, aucun abandon, aucun ragot ne pouvait arrêter une femme déterminée à renaître des cendres. Et tandis qu'elle observait les enfants jouer, les pensionnaires rire, et l'arôme du pain frais d'Aurora emplir l'air, Emily murmura un vœu silencieux que chaque femme, chaque enfant, trouve la force de transformer ses blessures en fleurs, comme elle l'avait fait. L'histoire d'Emily Rose Carter, telle qu'elle se dévoile dans Des cendres à l'Empire, est une fresque poignante qui transcende les simples récits de lutte personnelle pour devenir une ode à la résilience, à la colère transformée en force et à la capacité humaine de rebâtir sur des ruines. Cette femme, trahie, humiliée et abandonnée par son mari Thomas, n'a pas seulement survécu, elle a créé un empire de solidarité, un refuge pour les âmes brisées, défiant une société patriarcale qui cherchait à la réduire au silence, en tant que Français, où la culture valorise l'élégance dans l'adversité et l'honneur dans la persévérance. L'histoire d'Emily résonne profondément, nous invitant à méditer sur la force intérieure, la justice sociale et la puissance de la communauté. À travers son parcours, plusieurs leçons universelles émergent, applicables à nos vies quotidiennes, que ce soit dans les rues animées de Paris ou les villages paisibles de Provence. La première leçon est celle de la résilience face à l'injustice. Emily, confrontée à la trahison publique de Thomas lors du gala, à ses menaces de lui arracher ses enfants et au ragot venimeux de Madame Harper, aurait pu succomber à la douleur, mais sa colère, loin de la détruire, est devenue son carburant. Cette rage, si souvent perçue comme négative, est ici un moteur de transformation. En France,
où l'on célèbre des figures comme Simone Veil, qui a surmonté les horreurs de la guerre et les préjugés pour défendre les droits des femmes. Nous pouvons tirer une leçon, canaliser nos émotions, même les plus sombres, pour bâtir plutôt que détruire. Dans nos vies, face à une injustice, un licenciement abusif, une trahison personnelle ou un échec, nous pouvons choisir, comme Emily, de transformer la douleur en action. Cela signifie se lever chaque matin, comme elle l'a fait à la Maison des Fleurs, et poser une brique après l'autre pour reconstruire. La deuxième leçon concerne la puissance de la communauté. Emily n'a pas triomphé seule. Sarah, Danielle, Madame Evelyn, et même les pensionnaires et les enfants du refuge des Lilas ont formé un réseau de soutien qui a amplifié sa force. En France, où l'esprit de solidarité est ancré dans des traditions comme les associations caritatives ou les mouvements citoyens. L'histoire d'Emily nous rappelle que personne ne réussit isolément. Elle a créé une coopérative, unissant des femmes rejetées par la société, prouvant que la force collective peut défier les structures oppressives. Appliquée à nos vies, cela nous pousse à chercher des alliés, à tendre la main à ceux qui partagent nos luttes, qu'il s'agisse d'un collègue dans un projet difficile ou d'une association locale luttant pour une cause juste. Comme Emily, nous pouvons bâtir des ponts, créer des refuges et transformer nos cercles en bastions de résistance et d'espoir. Enfin, l'histoire d'Emily enseigne le pouvoir du pardon sans oubli. Accueillir Julien, le fils de Thomas et Laura, était un acte de compassion radicale. Malgré la rage qu'elle nourrissait contre son ex-mari, ce choix, difficile, reflète une valeur chère à la culture française, la dignité dans la générosité, comme Jean Valjean dans Les Misérables, de Victor Hugo, qui choisit la bonté malgré la souffrance. Emily a transcendé sa douleur pour offrir une famille à un enfant innocent. Cette leçon nous invite à réfléchir à nos propres rancunes. Pardonner ne signifie pas effacer le passé, mais refuser de le laisser définir notre avenir. Dans nos vies, cela peut se traduire par une réconciliation avec un ami perdu, une main tendue à un collègue rival, ou simplement la décision de ne pas laisser la colère empoisonner nos cœurs. Ces leçons, résilience, solidarité, pardon, sont des phares pour naviguer dans les tempêtes de la vie. Emily nous montre que les cicatrices, loin d'être des marques de honte, sont des témoignages de survie. En France, où l'on célèbre l'art de vivre, cette histoire nous rappelle que vivre, c'est aussi se battre, aimer et construire malgré les épreuves. Que nous soyons à Lyon, à Marseille ou ailleurs, nous pouvons appliquer ces principes, transformer nos colères en projets, nos solitudes en communauté et nos blessures en force. Emily Rose Carter, avec sa Maison des Fleurs, nous défie de ne pas nous contenter de survivre, mais de fleurir, comme les lilas qu'elle a plantés au milieu des épines. Si l'histoire d'Emily Rose Carter vous a touché, si sa force vous inspire à transformer vos propres cendres en fleurs, alors agissez. Aimez cette vidéo, partagez-la avec ceux qui ont besoin d'espoir, et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite de ces récits puissants. Laissez un commentaire avec « Résister » pour montrer que vous aussi, vous refusez de plier face à l'adversité. Ensemble, faisons grandir cette communauté d'espoir et de courage